Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être venus pour notre conférence mensuelle que nous organisons avec l'Université de Toulon, que je remercie de nous accueillir une fois de plus dans son amphithéâtre. Chut, s'il vous plaît, merci. Aujourd'hui, on va parler du Moyen-Orient, parce que le Moyen-Orient revient dans l'actualité. On ne peut pas dire qu'il l'ait beaucoup quitté depuis au moins 2023. Et pour parler du Moyen-Orient, j'ai le plaisir d'accueillir Dorothée Schmidt, qui est à la fois une amie, qui a participé plusieurs fois aux rencontres stratégiques de la Méditerranée. Donc, pour ceux qui ont assisté aux sessions précédentes, et qui est directrice de programme Turquie et Moyen-Orient à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, un think tank ami de la FMES parisien, et qui est une experte de la Turquie et des questions méditerranéennes et du Moyen-Orient, qui a rejoint l'IFRI en 2002, qui a comme caractéristique, outre le fait de parler très clairement et très franchement, d'avoir une expérience au profit du monde économique. Elle a été analyste et fait des missions de conseil dans la banque, dans les institutions publiques, la Commission européenne, les ministères français. Elle travaille aussi au profit de Cité Unifrance, d'entreprises privées, etc. Et elle va, je trouve le titre de ton intervention intéressante, parce que le nouveau Moyen-Orient, entre-guerres, ça on n'est pas surpris, et reconstruction, qui montre quand même qu'il y a une perspective, et il y a toujours la guerre, elle s'arrête toujours à un moment ou un autre, et il faut passer à après la guerre. Et je trouve intéressant d'avoir cette double perspective. Merci Dorothée, je te passe la parole. Merci beaucoup Pascal. Bienvenue à tous ceux qui ont eu le courage de tourner le dos au soleil revenu pour venir entendre parler du Moyen-Orient, ce qui n'est pas forcément toujours très facile ou très drôle. Alors quand on me demande de faire une conférence sur le Moyen-Orient, bon, beaucoup d'angles possibles évidemment. Donc je vais avoir tendance à vous amener du côté des choses sur lesquelles je travaille, qui est une des raisons pour lesquelles j'ai mis la question de la reconstruction à l'ordre du jour. Donc je vous dois une petite explication préalable sur ça. Mais d'abord, effectivement, moi je suis entrée à l'IFRI pour travailler sur la Méditerranée, comme la Fédération méditerranéenne d'études stratégiques. Donc je m'intéressais à cette mer fermée où beaucoup d'enjeux, pas seulement économique, mais culturel, civilisationnel se joue, et qui pendant longtemps était une sorte une sorte de mythologie positive pour arriver à mettre fin à toutes les sources de tension existantes. On convoquait la Méditerranée et tout le monde devait s'asseoir autour de la table parce que on mange tous la même chose, on aime le soleil, on n'est pas loin de la mer. Et cette mythologie positive, donc on a pu moquer à certains moments, je crois que maintenant on la regrette beaucoup. D'autant que si on s'intéresse juste à la Méditerranée, je crois qu'elle a un peu changé de nature, d'image. Elle est entrée dans la mondialisation, c'est maintenant un espace économique qui est au conflit d'intérêts vraiment pas seulement européen et africain, mais il y a aussi beaucoup d'investissements des pays du Golfe dans la Méditerranée. Donc la Méditerranée, c'est fini le temps de l'innocence. Il n'y a pas que des conflits, mais il y a aussi des gros enjeux économiques. Et puis après, je me suis mise à travailler sur le Moyen-Orient en 2003, 2004, après l'intervention américaine en Irak. Donc au moment où on avait ce plan de démocratisation par l'extérieur du Moyen-Orient, et en réfléchissant aux dynamiques comparées des plans européens et américains de démocratisation et à leurs méthodes comparées. Et puis après, quand j'ai vu que tout ça marchait pas du tout, je suis partie travailler sur la Turquie. Et c'était un moment où la Turquie commençait à surgir un peu comme puissance régionale, et donc c'était un sujet à la fois très dynamique et qui ensuite m'a permis de revenir au Moyen-Orient par une sorte de mouvement tournant où un jour, grâce au néo-ottomanisme des Turcs, on m'a dit vas-y, récupère tout le Moyen-Orient, et donc maintenant à nouveau j'ai le nez dans les conflits. Ce qui fait partie de mes priorités de recherche structurellement, c'est le politique, la diplomatie, les sociétés, l'économie, et beaucoup moins le militaire.
Alors ça tombe bien, je suis invitée par des militaires. On vient d'avoir une grande conversation avec Pascal Hausseur sur la complémentarité des approches. Et je fais exprès de mettre moins de militaires dans ce que je raconte. Mais c'est aussi parce qu'on a des petites guerres de territoire à l'IFRI. On a un énorme centre des études de sécurité qui travaille beaucoup sur le Moyen-Orient. Et je dis toujours que moi, mon métier, ma vocation, ma mission à l'IFRI, c'est de montrer que les sociétés du Moyen-Orient peuvent être normales, que les gens voudraient arriver à vivre justement sans conflit, qu'il y a vraiment une fatigue de la guerre, au contraire, au Moyen-Orient. Ce qui ne signifie pas pour autant que toutes les guerres sont imposées de l'extérieur, comme on l'entend souvent. Je crois qu'évidemment, et on vient d'en parler aussi longuement avec Pascal, le Moyen-Orient a ses propres ferments de guerre interne. Donc tout ne ressort pas de la responsabilité des anciennes puissances coloniales ou d'autres nouvelles puissances qui feraient les marionnettistes dans l'ombre. Mais en tout cas, c'est clair qu'on a une fatigue de la guerre au Moyen-Orient, tout en ayant une incapacité à comprendre ce que c'est que de faire la paix et de vivre la paix. Je crois que c'est vraiment ça le drame de la région. Et là, on se situe évidemment dans l'après-7 octobre 2023. Et donc, je pense que ma tâche, entre guillemets, et je le vois notamment avec les générations plus jeunes avec lesquelles je travaille, c'est de remettre cet événement fondateur, refondateur, qu'est le 7 octobre 2023. Alors, ça peut sembler étrange de parler d'un événement fondateur pour un acte terroriste aussi atroce et un trauma pareil, mais en tout cas, c'est un moment de définition, de redéfinition du Moyen-Orient. Ce moment, il y a un avant, il y a un après. Alors l'après est très ouvert. On vient de débattre pendant 20 minutes pour savoir s'il fallait le définir comme du chaos ou pas du chaos. Mais en tout cas, le 7 octobre n'est pas arrivé dans un vide complet. Et ça, je vais essayer d'en parler, de l'expliquer un peu. Je crois qu'à l'IFRI, par exemple, on avait complètement oublié le Moyen-Orient avec la crise russo-ukrainienne. Et puis brusquement, on est reparti... on a un retour de balancier complet où on s'occupe tous, à nouveau le Moyen-Orient envahit tout. Et on nous demande, nous, de faire de plus en plus de l'anticipation. Ça, c'est aussi le Covid qui a laissé sa marque, une espèce de trauma de ces fameux signaux noirs, les imprévus qui arrivent et qui bouleversent tout. Et là, on n'est pas dans un imprévu, en fait. Je pense que l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, c'est pas un imprévu. C'est quelque chose qu'on aurait pu... imaginer, on ne savait pas exactement à quelle date, comment, et peut-être qu'on ne pouvait pas comprendre l'ampleur de l'effet papillon, parce que ça se passe très au-delà d'Israël et de ses frontières. Donc en fait, à quoi est-ce qu'on doit s'accrocher aujourd'hui pour anticiper ? Donc c'est ça que je vais essayer de vous dire, c'est quelles sont les variables avec lesquelles moi je travaille au quotidien quand on pose une nouvelle question. Alors c'est très conventionnel. On a des exercices en ce moment à l'IFRI, on met les gens autour de la table, on dit bon ben voilà, on va faire un petit brief Moyen-Orient. Alors aujourd'hui, je vais leur dire quelles sont vos hypothèses pour le déblocage du détroit d'Ormuz et qu'est-ce que ça va faire. Hypothèse optimiste, scénario neutre et scénario positif, scénario négatif, pardon. On arrive, on dit en fait on n'a pas de scénario optimiste. Ah ben si, il faut un scénario optimiste. Bon, alors de quoi on parle ? Comment est-ce qu'on Quelles sont les variables qu'on convoque, qu'on utilise pour échafauder des scénarios. Donc pour moi, beaucoup l'histoire, les faits sociaux et beaucoup l'économie. D'où l'idée de la reconstruction. Donc, il y a à peu près 2 ans, on devait définir des axes de recherche et j'ai essayé de convaincre mon directeur qu'il fallait qu'on travaille sur la question de la reconstruction du Moyen-Orient. Réponse lapidaire, il n'y a que des destructions, ce n'est pas la reconstruction. Je continue mon petit bonhomme de chemin, je vois qu'il y a un petit début de construction institutionnelle autour de ce thème. Et ce thème accroche avec un certain nombre de financeurs de l'IFRI. Et donc on part dans un programme de travail reconstruction, dont on savait qu'il était très aléatoire, suspendu à beaucoup d'inconnus très difficiles, et qu'on allait certainement passer par des moments de reconsidération de nos objectifs très forts. Et puis là, donc on a un programme de travail pour 2 ans avec la Chance française de développement sur la reconstruction du Levant. Ils nous ont assigné 3 terrains, Gaza, le Liban, la Syrie. Alors, à base de missions. Donc Gaza, on savait déjà qu'on ne pourrait pas y aller. Première mission, on a prévu d'aller au Liban, on ne peut plus y aller. Maintenant la Syrie, allez en Syrie, allez-y. Bon, et ben voilà, la première mission, en fait, ça va être à Riyad. Parce que on se retrouve à l'intersection d'autres choses. Ce qui se passe en ce moment entre les États-Unis, Israël et l'Iran
est en train de bouleverser tellement l'économie régionale que la question du Levant ne se pose plus de la même façon et qu'il faut qu'on comprenne quels sont les acteurs majeurs qui vont avoir leur mot à dire. Donc tout l'enjeu de cette conférence, c'est de savoir si on est à l'aube d'une construction d'un nouveau Moyen-Orient, à quoi pourrait ressembler ce Moyen-Orient. On a en tout cas une espèce de bataille de discours sur ce que devrait être ce Moyen-Orient. Et je pense que c'est là-dessus qu'on peut travailler à l'heure actuelle. Moi, je ne sais pas à quoi va ressembler le prochain Moyen-Orient. Je sais qu'il y a une compétition de puissance locale très forte. Je sais qu'il y a des acteurs extérieurs qui jouent, mais peut-être simplement plus des seconds rôles, je dirais, une fois que les États-Unis, une fois que Donald Trump a réussi à mettre fin à son opération un peu aventureuse en Iran, qui n'a pas complètement réussi. Tout reviendra vraiment aux compétitions de puissance locale, avec évidemment toujours en arrière-plan la Russie et la Chine. Pour commencer, la première illustration, généralement assez parlante, c'est la carte des risques. La carte des risques du Quai d'Orsay. Alors j'ai vérifié, c'est vraiment la dernière, hein, j'en ai pas trouvé de plus récente. Donc là, ça vous montre un petit peu notre embarras, parce que nous, chercheurs... alors, je ne suis pas fonctionnaire, je travaille dans un think tank. Donc, en principe, je peux faire ce que je veux. Je n'ai pas un fonctionnaire de défense qui vient me dire « t'as pas le droit d'aller là ou là ». Sauf que moi, j'ai mon chef qui me dit « mais on n'a pas les assurances qui peuvent vous couvrir si vous allez là ou là ». Eh bien, je peux vous dire que la zone rouge, elle s'est bien étendue, hein, comme vous le voyez. Ce qui va vous expliquer pourquoi on a choisi d'aller en Arabie pour notre première mission. C'est une des rares zones un peu jaunes. Alors on aurait pu aller à Oman, évidemment, mais c'était un petit peu plus marginal. Bon, en tout cas, ça s'est passé vraiment en l'espace de quelques semaines. Tout le bloc rouge que vous voyez là, au nord-est, il n'était pas de cette couleur-là. Il y avait des pays comme l'Irak et la Syrie qui étaient rouges depuis un petit bout de temps, mais qui étaient en train de repasser gentiment en orange. Et puis surtout, on a, très intéressant là quand même, les Émirats et Doha et le Qatar là, qui sont encore restés en vert. Et là, c'est les mystères de la négociation diplomatique avec le Quai d'Orsay. Parce que moi, j'irai pas forcément maintenant dans ces pays... sans être sûr qu'il y a un cessez-le-feu et même au-delà, que la négociation est bien engagée entre les États-Unis et l'Iran. Ma première partie, qui est un petit peu des fondamentaux historiques, c'est d'expliquer que si on parle aujourd'hui de nouveau Moyen-Orient, c'est parce qu'en fait on a un fantasme de transformation de cette région. D'abord, ça suppose de considérer que la région c'est un seul bloc. Alors, puisqu'on va faire de l'histoire, je mets quand même un petit peu ça en passant. On la regarde une fois, on n'a pas besoin de la regarder 10 fois, mais c'est pour rappeler à quoi ressemblait le Moyen-Orient à la fin du XIXe siècle ou au XXe siècle. On sort quand même d'un moment de structuration politique par des puissances extérieures, des puissances coloniales, essentiellement les Français et les Britanniques, sur les dépouilles de l'Empire ottoman que vous voyez représenté par un drapeau turc, là. Et évidemment, ça a encore aujourd'hui une empreinte qui est importante. Ça dessine un peu la carte de nos intérêts au Moyen-Orient. C'est ça qui m'intéresse, c'est que si la France s'implique autant, si elle s'intéresse autant, si elle considère qu'elle a autant à dire, c'est parce qu'elle a été présente dans la région depuis longtemps. Pour revenir à l'actualité, je reprends celle-ci pour le moment. Le Moyen-Orient, si on pense à si on est obsédé aujourd'hui par les bouleversements, le bouleversement post-7 octobre 2023, il ne faut pas oublier malgré tout qu'en réalité, on a eu plusieurs étapes de chocs très forts qui ont amené à des moments de redéfinition. Peut-être pas similaires parce que c'est pas peut-être parti dans le même sens, mais en tout cas, on a des moments historiques où vraiment il y a eu des points des tournants dans l'histoire du Moyen-Orient. Et ça nous frappe d'autant plus que pendant très longtemps, c'est une région qui avait la réputation d'être complètement bloquée. Alors, bloquée parce qu'on avait
un blocage politique autoritaire. C'était la région du despotisme oriental, avec des régimes autoritaires pour beaucoup d'entre eux, d'origine militaire, pour certains d'entre eux minoritaires, qui s'instituaient en dynastie progressivement. Et c'était un fait, c'était un donné. On travaillait avec des dictateurs, en fait, au Moyen-Orient. Blocage aussi sur le plan sécuritaire. Alors le blocage sécuritaire, ça serait plutôt de dire qu'on avait cette idée d'une malédiction des conflits, que c'est une région où on ne peut pas éviter des conflits internes qui dégénèrent en conflits interétatiques. Et la plupart de ces antagonismes se structuraient conventionnellement dans la façon dont on voyait le Moyen-Orient autour du conflit israélo-arabe, avec les États-Unis comme gendarmes de la région qui venaient faire régner l'ordre, donner des assurances de sécurité, notamment aux pays arabes du Golfe contre l'Iran. Et puis on avait un blocage économique avec une région partagée entre des pays très riches, qui sont les pays dotés en ressources naturelles, en hydrocarbures essentiellement, et qui ont un fonctionnement rentier qui permet de stabiliser socialement les pays avec une espèce de contrat rentier qui consiste à payer les gens pour qu'ils se tiennent tranquilles. En gros. Donc des pays qui subventionnent massivement leurs citoyens, mais en sous-jacent, des pays aussi très pauvres. Alors ces pays très pauvres qui peuvent vivre soit de la charité des plus riches, soit être toujours tourmentés par d'éventuelles révoltes sociales. Et les printemps arabes, quand ils commencent en Tunisie et en Égypte en 2011, résultent quand même d'une crise économique et sociale très forte dans ces pays. Donc on avait cette idée que la région, elle était coincée à la fois dans son système rentier, dans son autoritarisme et dans cette espèce de némésis des conflits infinis. Alors, est-ce que cette analyse était complètement paresseuse ? Bon, c'est là que je reviens un petit peu à la diapo coloniale, la carte de nos intérêts. Je pense que analyser les transitions politiques, c'est toujours très difficile. Je me souviens d'avoir entendu une analyste nous dire au moment des printemps arabes que personne n'avait vraiment travaillé sur l'hypothèse de la démocratie parce que c'est beaucoup plus facile, la démocratie, que de travailler sur la dictature. Moi, je pense que c'est le contraire. La démocratie, c'est un système ouvert. Donc, au contraire, c'est beaucoup plus compliqué. Je crois que c'est pour ça que, par paresse, on travaillait que sur les ressorts de l'autoritarisme et le retour de l'autoritarisme en permanence à chaque fois qu'on avait des cycles au Moyen-Orient. Sur les conflits, je pense que c'est aussi une manière de se déresponsabiliser, de dire que la région est vouée au conflit et qu'elle ne peut rien faire d'autre que aller de conflit en conflit. Et je crois que c'est aussi parce qu'on a peur d'une extension de ces conflits jusqu'à l'Europe qu'on a cette espèce de superstition du conflit permanent au Moyen-Orient. Et du point de vue économique, ce qui est très intéressant, c'est que les pays du Golfe étaient en train d'évoluer vers un modèle économique beaucoup plus efficace, notamment à travers la mobilisation de leurs fonds souverains, donc des énormes cagnottes dont ils disposent. Il y avait une professionnalisation vraiment des enjeux économiques. Et puis, il y avait une tentative de transition pour passer à un modèle post-pétrolier, post-gazier, qui fonctionnait assez bien, notamment dans le cas des Émirats, avec une économie qui était l'économie de la mondialisation, qui investissait sur la logistique, le transit, le tourisme, le commerce international de façon générale. Et ça fonctionnait très bien. Donc, en réalité, cette image d'une région bloquée, elle n'était pas forcément complètement valide. Mais après, on a des grands paramètres qui expliquent que les plaques tectoniques ont bougé au fil du temps, bien avant ce fameux 7 octobre 2023. Alors, je dirais que je pourrais identifier, en tout cas, certains éléments, certains paramètres. Du point de vue politique, la montée de l'islam politique comme force de contestation. Ça, c'est indéniable. L'islamisme politique, c'est quelque chose qui a travaillé beaucoup les systèmes politiques de tous les pays arabes et qui a amené à un certain nombre de changements très brutaux, qui jouent énormément dans justement ce cycle de démocratisation-autoritarisme que j'ai mentionné tout à l'heure. Et là, cette montée de l'islam comme force de contestation, on l'a vu très clairement en 1979, quand le régime des mollahs s'est installé en Iran, dès les années 80 dans les pays arabes aussi, particulièrement en Égypte. Je vous rappelle l'assassinat de Sadat en 1981. Deuxième élément très important, le fait que le pétrole a été conçu vraiment comme un instrument de pouvoir par ces pays. Clairement, les chocs pétroliers, premier choc en 1973,
la mobilisation des pays arabes pour faire du pétrole un levier d'action sur l'Occident. Et à partir de là s'installe une vulnérabilité occidentale que nous allons essayer de desserrer en permanence jusqu'à aujourd'hui, où les États-Unis produisant aujourd'hui beaucoup plus de pétrole et du gaz de schiste qu'auparavant, ne sont plus dans cette dépendance au Moyen-Orient et donc se désintéressent relativement du Moyen-Orient. Il y a aussi le paramètre des guerres entre puissances locales. Alors, je pense notamment à la guerre Iran-Irak entre 80 et 88, une guerre très longue qui s'est finie par une espèce de statu quo finalement entre les deux. La tentative d'annexion du Koweït par l'Irak. Donc ça, c'est des guerres qui montrent des logiques d'États-nations qui s'affrontent et qui préfigurent un peu certains des affrontements qu'on voit aujourd'hui. Donc ça, c'est certains des paramètres qui m'intéressent historiquement. Et après, les trois moments, si je dois citer trois dates où on a vu vraiment, comme je disais, des chocs très sérieux qui ont débloqué, entre guillemets, le Moyen-Orient, les trois moments très importants de ces 25 dernières années sont évidemment le 11 septembre 2001, où là, on a vu que l'islamisme était une force de mobilisation globale, que le terrorisme pouvait agir à une échelle internationale tout à fait inédite, que les États-Unis étaient remis en cause dans leur approche du Moyen-Orient, de gendarmes du Moyen-Orient, et qu'ils ont eu une réaction qui n'a pas réussi à les réinstaller dans une posture tenable en réalité au Moyen-Orient. Ils se sont enlisés dans la guerre avec l'Irak jusqu'à amener à cette perspective de retrait américain qui a été clairement annoncée par Barack Obama et poursuivie par ses successeurs, et aujourd'hui on est un peu dans l'expectative. Et un précédent aujourd'hui très important du point de vue politique, qui est constamment convoqué dans toutes les réflexions sur le Moyen-Orient, qui est la possibilité du changement de régime de l'extérieur, avec cette question du régime irakien, de Saddam Hussein, qui a été destitué, et cette question du changement de régime qui reviendra au moment des printemps arabes avec l'opération contre Kadhafi en Libye. Et justement, notre deuxième moment refondateur, c'est les printemps arabes, qui est en 2011 un moment où la grande question des analystes, c'est est-ce que justement le Moyen-Orient rejoint enfin les grandes dynamiques démocratiques, puisqu'on a eu des grands moments de démocratisation dans le monde, la fin de l'Union soviétique, les démocratisations en Amérique latine. Est-ce que le Moyen-Orient rejoint cette sorte de vague conceptuelle de démocratisation? Alors évidemment, donc là, moi j'ai pour le coup cette sympathique petit croquis qui date, qui est vieux, hein, parce que c'est 10 ans après les printemps arabes, donc c'est 2021. Donc là, on avait la réussite relative de la Tunisie qui est retombée dans quelque chose de beaucoup moins réussi et peut-être même moins relatif. Mais en tout cas, même 10 ans après les printemps arabes, le bilan de démocratisation était nul à l'échelle du Moyen-Orient, pratiquement. Des révolutions qui vont en réalité déboucher sur des guerres civiles et qui débouchent sur des restaurations dans un certain nombre de cas, en l'occurrence en Égypte. En Syrie, on a eu une petite période de restauration de Bachar al-Assad qui a débouché à nouveau sur un changement de régime très intéressant sur lequel on aura l'occasion de revenir. Et puis, les printemps arabes, c'est aussi le début de la présence massive des pays du Conseil de coopération du Golfe, des puissances de la péninsule arabique, de leur implication massive dans la vie politique de la région pour protéger leur propre modèle conservateur. Et donc là, le début finalement d'une structuration de diplomatie du Qatar, des Émirats, de l'Arabie Saoudite, pour protéger leur propre modèle. Ils sont obligés d'intervenir à l'extérieur. Et il y a des batailles d'influence extrêmement fortes qui se jouent particulièrement en Afrique du Nord, mais aussi en Syrie, bien sûr, avec des pays qui prennent des positions différentes, qui parient sur différents acteurs, mais qui sont désormais dans des politiques d'influence à l'extérieur de leurs frontières, et ça, c'est tout à fait nouveau. Et enfin, effectivement, ce 7 octobre 2023 qui rebat à nouveau les cartes de manière très radicale, parce que d'abord, ça nous ramène à la question israélo-palestinienne qu'on avait oubliée, la question palestinienne tout court même, qu'on avait considérée comme pratiquement enterrée. On a une
réduction de la question palestinienne à la question de Gaza pendant un certain temps, à partir du moment où l'effort israélien pour se débarrasser du Hamas aboutit à la destruction entière de tout un territoire avec plusieurs dizaines de milliers de morts. Et là, les yeux se détournent de ce qui se passe en Cisjordanie, où d'ailleurs Mahmoud Abbas est en train d'organiser quelque chose d'un peu dynastique dans son coin, à nouveau, cette fameuse retour de l'autoritarisme. Donc retour et transformation du conflit israélo-arabe avec une fixation sur Gaza qui change la nature de l'intérêt des opinions publiques sur ce conflit. Ce n'est plus tellement la lutte palestinienne qui intéresse les opinions publiques, c'est vraiment le drame victime de Gaza. Et on a produit à l'IFRI un certain nombre d'articles que je vous encourage bien sûr à aller voir sur Gaza vu depuis le reste du monde pour essayer de comprendre comment est-ce que cette question était portée dans le débat de beaucoup de pays. Et là, on a été aidé par l'initiative franco-saoudienne de reconnaissance de l'État palestinien pour notre petite série, puisque la reconnaissance de l'État de Palestine par un certain nombre de pays qui jusqu'à présent ne voulaient surtout pas prendre parti, nous a amené à nous intéresser au débat sur cette question, par exemple en Australie, au Canada. Alors, pour mettre une note un peu plus rigolote, je veux vous dire qu'on vient de sortir le brief sur l'Espagne. Et on a eu une énorme bagarre éditoriale parce que je voulais mettre une photo du Tour d'Espagne qui a été interrompu par des manifestants, comme vous vous en souvenez peut-être. La Vuelta Ciclista interrompue par des manifestants pro-palestiniens. Et notre chargée d'édition à l'IFRI était vent debout contre cette idée parce qu'elle trouvait que c'était pas assez sérieux. On ne pouvait pas mettre des cyclistes sur une image. Et donc j'ai dû expliquer qu'au contraire, ce qui était extrêmement puissant, extrêmement impressionnant, c'est qu'en fait, maintenant, des gens qui s'intéressent à tous les tours cyclistes, pas seulement au Tour d'Espagne, tomberaient là-dessus par hasard, par la grâce de Google, qu'on avait donc un lectorat potentiellement beaucoup plus important que celui qu'on avait avant, à travers ça, mais aussi que ce qu'il fallait comprendre, c'est que c'était en fait la plus grosse mobilisation pro-palestinienne qu'il y avait eu en Espagne et qu'elle était d'une nature et d'un style tout à fait inédit. Et que donc ça disait quelque chose sur les types de mobilisation pro-palestinienne qu'on avait. Bon, la négociation a abouti à ce qu'on arrive à garder nos cyclistes sur la note, mais la discussion a repris sur le brief d'après qui est sur l'Allemagne, parce que moi je veux pas qu'on ait tout le temps les mêmes photos de manifestations pro-palestiniennes qui se ressemblent toutes avec juste la langue qui change. Donc par exemple on a un brief sur l'Irlande où on a des peintures, des graphes avec l'IRA et les Palestiniens. Bon, parce que ça explique le cheminement particulier de l'Irlande dans son parti pris pro-palestinien. Et sur l'Allemagne, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve une photo d'une manifestation avec des manifestants allemands qui disent il faut un État palestinien. Et ça, en fait, c'est aussi assez inédit, c'est assez nouveau. Bon, donc c'est juste pour vous dire que cette question, elle a changé de nature. Par ailleurs, un élargissement évidemment très sensible de la zone de conflit, notamment depuis l'intervention américaine et israélienne en Iran, où là, effectivement, la stratégie des Iraniens, c'est de élargir la zone des problèmes au maximum, donc d'impliquer, même minimalement, tous leurs voisins pratiquement, en faisant des petites frappes avec des drones sur des infrastructures importantes, y compris de frapper jusqu'à Chypre, ce qui a amené Emmanuel Macron en défense des Chypriotes. J'y reviendrai à la fin de cette conférence. Et moi, je m'intéresse beaucoup à la question de Chypre. Et figurez-vous que Chypre, qui pendant longtemps était juste un petit conflit gelé avec une partie nord occupée par des Turcs, une partie sud où les Grecs ne voulaient plus du tout se réunifier avec le nord parce qu'ils sont plus riches que les autres, aujourd'hui, Chypre est pris dans la structuration des axes au Moyen-Orient, parce que Chypre est en train d'organiser un partenariat de sécurité avec Israël par peur de la Turquie qui est aujourd'hui identifiée par les Israéliens comme un adversaire. Et donc on a incroyablement ce petit conflit chypriote qui est en train se réinsérer au sein des lignes de front en Méditerranée orientale. Ce 7 octobre 2023, il nous ramène aussi à la question de la faiblesse des États dans la région et de la force des acteurs non étatiques, évidemment, puisque
Israël définit comme ses ennemis le Hamas, le Hezbollah, et pas les Palestiniens dans leur ensemble, ou pas le Liban. Mais en fait, la faiblesse, alors l'absence d'État du côté palestinien, la faiblesse des structures et de l'organisation institutionnelle libanaise font que les offensives israéliennes aboutissent à encore affaiblir davantage ces pays. La Syrie, sous ses nouveaux habits, dirigée donc par un ancien djihadiste qui proteste de sa bonne volonté, qui veut replacer la Syrie au centre de tous les enjeux du Moyen-Orient. La Syrie inquiète aussi beaucoup quand même ses voisins. Donc on n'est pas très sûr que les Israéliens souhaitent une consolidation de la Syrie telle qu'elle est actuellement. Mais question ensuite lancinante qui revient avec le 7 octobre, c'est si on s'interroge à nouveau sur la fin possible des conflits au Moyen-Orient, est-ce que la destruction de l'adversaire est possible ? Est-ce que la destruction de l'adversaire signifie la fin de la guerre ? Peut-être pas. Et donc la question du renforcement des États, elle est plus que jamais aujourd'hui posée au Moyen-Orient. Donc après ces petits fondamentaux, on va s'interroger sur cette idée, ce nouveau slogan, ce slogan de nouveau Moyen-Orient qui a ressurgi après le 7 octobre 2023. Donc là, je vous montre une image qui, à l'époque, semblait, c'est intéressant, elle semblait un peu anecdotique. Et je me souviens qu'on a eu des petits débats internes à l'IFRI, parce que j'ai une collègue qui a fait un article à l'époque sur la stratégie israélienne en disant mais peut-être que ça y est, le Moyen-Orient est redessiné tel que Benjamin Netanyahou le souhaite. Donc voilà, le souhaite, c'est-à-dire effectivement un Moyen-Orient où on a les pays signataires des fameux accords d'Abraham, des accords de coopération avec Israël, ou des pays amis d'Israël, et l'Inde est de plus en plus impliquée aussi dans ces lignes de fracture. C'est ça qui est, parce qu'on a la fracture Inde-Pakistan qui joue aussi comme une espèce d'homothétie par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient. Et donc la bénédiction pour le Moyen-Orient, c'est le India Middle East Corridor, cette espèce d'initiative de passage entre l'Inde et la Méditerranée qui passerait par Israël. Et ce qu'on entend, nous, aujourd'hui, dans toutes les discussions internes avec les entreprises notamment, c'est que, effectivement, ce IMEC, ce India Middle East Corridor, il va rester peut-être, mais le tracé ne sera probablement pas le même que celui qui était prévu, parce que, nous diront certains interlocuteurs, les ports des Émirats, aujourd'hui, sont sous le feu iranien. Haïfa, qui en fait partie, a également essuyé des tirs iraniens. Et donc le IMEC, il va passer par la Syrie plutôt, plus au nord. Donc peut-être qu'on va avoir à la fin une construction vertueuse avec un corridor, mais peut-être que ça ne va pas être celui qu'envisageait Benjamin Netanyahou. En tout cas, ce fantasme de voir changer entièrement le Moyen-Orient, moi qui travaille donc depuis plus de 20 ans à l'IFRI, comme l'a rappelé Pascal en introduction, j'ai vu se succéder les grands récits de refondation, de description, de transformation du Moyen-Orient, assez rapidement, puisque je suis passé, comme je vous l'ai dit, par la Méditerranée, le Broader Middle East and North Africa, avec cette ambition américaine de démocratisation large du Moyen-Orient. Broader Middle East, c'était quand même from Marrakech to Bangladesh, hein. Donc c'était vraiment très très large Moyen-Orient, hein, depuis le Maroc jusqu'au Bangladesh. J'ai vu aussi passer la Turquie avec son néo-ottomanisme. Alors, cette étiquette qui a été apposée par les Occidentaux sur le retour, la volonté délibérée de retour d'influence des Turcs dans l'ère Afrique du Nord, Moyen-Orient. Les printemps arabes dont j'ai parlé, et puis la nouvelle modernité du Golfe et une espèce de déplacement du centre de gravité du Moyen-Orient vers les richesses et la transformation économique de la péninsule arabique à une époque où en fait on vivait cette péninsule arabique comme complètement immunisée de l'Iran, puisque l'Iran était sous sanction. C'est comme si l'Iran ne faisait pas partie du Moyen-Orient d'une certaine façon, de ce Moyen-Orient vertueux. Et d'ailleurs ça c'est une autre de
un autre de mes combats à l'IFRI, car moi aussi je mène des guerres, c'est que l'Iran ne soit plus vu uniquement au prisme des relations avec l'Occident. Parce qu'aujourd'hui, l'Iran conçoit son avenir, le régime iranien conçoit sa survie, son avenir, ses intérêts économiques, en pleine intégration avec l'Asie, l'Asie centrale, le Golfe arabo-persique, et sent bien que son avenir dépendra de ça. L'Iran travaille aussi avec l'Inde. D'ailleurs, c'est un des gros défis pour l'administration Trump, c'est de détacher les Indiens de leurs intérêts en Iran. Mais ça ne va pas très bien entre l'Inde et les États-Unis en ce moment. Donc on a cette nouvelle modernité du Golfe. On a aussi le moment de la guerre civile syrienne avec la crise des réfugiés, qui est là un énorme moment de redéfinition aussi du Moyen-Orient, avec un pays qui s'est vidé du tiers de ses habitants, pratiquement. À un moment, les 2 tiers de la population étaient soit déplacés, soit réfugiés. Un pays qui a été vraiment très largement détruit. Et ces déplacements massifs de population ont changé complètement les équilibres politiques. Pas simplement, là en l'occurrence, au Liban ou en Turquie, qui sont les pays dans l'ordre, Turquie, Liban, qui ont accueilli le plus de réfugiés, en Jordanie, Irak, mais également près d'1 million de réfugiés syriens en Allemagne. Un jour, Angela Merkel décide de les accueillir. Donc là, comme si la carte du Moyen-Orient s'était déplacée, s'était élargie, qu'elle s'était élargie vers l'Europe. Et vous savez qu'aujourd'hui, les Allemands sont tous en train d'essayer de négocier le retour des réfugiés syriens. Ils font des tournées dans tout le Levant pour essayer de persuader les gouvernements de récupérer leurs réfugiés. Et puis, un autre moment où l'image globale du Moyen-Orient s'est figée, s'est cristallisée, et qu'on a vécu avec évidemment beaucoup de douleur et puis beaucoup de difficultés comme analyste aussi, c'est les attentats de 2015. Avec là cette idée que c'est finalement la dynamique de la terreur qui domine la politique au Moyen-Orient, et que c'est une dynamique d'exportation de la terreur vers l'Occident, et que nous ne sommes à l'abri de rien. Alors je vous rappelle qu'il y a eu également beaucoup d'attentats dans la région, notamment en Tunisie, beaucoup en Turquie, sur lequel je travaillais à l'époque. On avait alternance d'attentats du PKK et de Daesh, et des très gros attentats avec vraiment plusieurs dizaines de morts. Et donc là, c'est cette vision du Moyen-Orient comme une sorte de tout terrorisme, pratiquement. Donc ça, c'est un peu les visions successives globalisantes du Moyen-Orient, positives ou négatives, que j'ai vues. Et en face de ça, j'ai été saisie dans une conversation qu'on a eue avec un professeur, un sociologue israélien qui est venu converser avec nous à l'IFRI et qui nous exposait son inquiétude sur la montée de l'antisémitisme, notamment dans les universités américaines, et puis la vision qu'Israël a de la façon dont devraient se conduire ses voisins pour arriver à stabiliser la région. Et étant dans mon rôle de réfléchir aux dynamiques régionales, y compris de l'autre côté, je lui dis, mais vous savez que nous, ce qui nous vient de vos voisins précisément, c'est qu'Israël aujourd'hui est devenu la principale force de déstabilisation du Moyen-Orient. Et là, sa réponse était très intéressante parce qu'il me dit, mais c'est parce que vous voyez le Moyen-Orient comme une seule région, ce n'est pas une région. Et là, cette remarque m'a vraiment fascinée. J'ai toujours pas trouvé la solution à ça, mais ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, les Israéliens, ayant jusqu'à présent échoué à s'intégrer, en fait, politiquement, socialement au Moyen-Orient, étant figés dans une posture sécuritaire de forteresse assiégée, auparavant, dans leur vision stratégique du Moyen-Orient, voyaient des grands blocs. Et alors, notamment, pendant longtemps, on a eu les blocs des États non arabes. Je vous rappelle que l'Iran a été un allié d'Israël. Les Turcs ont été un allié très précieux d'Israël pendant longtemps. Les pays arabes avec toujours une vision minoritaire, les sunnites, les chiites, leur minorité, aujourd'hui les Israéliens travaillent la Syrie à travers les minorités, les Kurdes, les Druzes. Mais il n'y a pas de cohérence régionale aujourd'hui. Il y a des interlocuteurs bilatéraux, adversaires ou amis possibles, mais on n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait une cohérence régionale qui se fasse parce que la perception est qu'elle se ferait forcément au détriment des Israéliens.
Donc on a eu tous ces discours un peu globalisants que je viens de citer. On a aussi bien sûr quand même la persistance des conflits permanents qui nous empêchent d'y voir clair. Alors sur ces conflits, on a les conflits d'avant, puis les nouveaux conflits. Alors là, sur les types de conflits, on a la même problématique tous les ans quand on fait la carte du Moyen-Orient pour le Ramsès, pour le rapport annuel de l'IFRI, où tous les ans on revoit avec des légendes de plus en plus sophistiquées sur le type de conflit intra-étatique, leur niveau, est-ce qu'il faut replacer tel mouvement terroriste avec tel autre, etc. Et la carte devient à la fois très statique et très illisible. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une année où j'ai passé un mois dans un débat assez vif avec la cartographe qui avait l'habitude de faire un cartouche sur Israël-Palestine. Et moi, je voulais qu'elle nous fasse un cartouche sur la Syrie. Et elle refusait catégoriquement de s'intéresser au conflit syrien, qui pour moi, bon, d'abord c'était avant le 7 octobre 2023, donc effectivement la question palestinienne était complètement figée. Et en revanche, en Syrie, les choses étaient dans des dynamiques centrifuges absolument folles, avec un proto-État kurde, la présence massive des Turcs au nord, des incursions israéliennes tout le temps, Bachar al-Assad qui arrivait péniblement à récupérer des petits bouts de territoire, des enclaves djihadistes un peu partout. Et donc je pensais que ces dynamiques-là, qui étaient à la fois très concentrées et assez nouvelles, étaient beaucoup plus importantes. Et j'ai mis vraiment des semaines et des semaines à la convaincre qu'il fallait qu'on fasse un cartouche sur la Syrie. Et puis, voilà, le 7 octobre est arrivé et là, on est reparti tranquillement sur les bases antérieures. Pourquoi ? Parce que quand même, il y a aussi un effet du 7 octobre qui est le changement de régime en Syrie. C'est un effet dérivé du 7 octobre 2023. C'est quand même l'affaiblissement du Hezbollah, le détournement de l'attention stratégique, tout ça a fait que le régime syrien s'est effondré de l'intérieur et que cette poignée de djihadistes installés vaguement sous protection turque au nord-ouest est venue à Damas et la capitale est tombée comme un fruit mûr. Et maintenant, ils ont une expérience politique tout à fait inédite. Ils sont en train de reconstruire un État-nation syrien. C'est ça finalement ce qu'est Ahmed Shara. Donc on a tous les types de conflits au Moyen-Orient, ça c'est clair. Et puis on peut chronologiquement se repérer avec les conflits d'avant, les conflits post-printemps arabe et maintenant les conflits post-7 octobre. C'est les trois grandes couches historiques qu'on a de conflits. Les conflits d'avant, c'était Israël-Palestine, mais c'était aussi le Sahara occidental. Alors en principe, ça a disparu, sauf que même si le Sahara occidental est officiellement devenu marocain, pour les Français notamment, ça n'a pas complètement éteint les animosités entre le Maroc et l'Algérie. Et les facteurs de conflit aujourd'hui, ils ne disparaissent pas. Ils ont plutôt tendance à se multiplier puisque les tensions internes, externes sont extrêmement fortes, bien sûr. Tensions ethniques, religieuses, politiques. Et puis aussi la compétition pour l'influence régionale qui monte. Ce que j'ai dit tout à l'heure du surgissement des diplomaties du Golfe après les printemps arabes, ça amène à une chose très intéressante, les politiques d'influence des Émirats dans la Corne de l'Afrique. Sujet qui nous amène à coopérer davantage avec mon collègue africaniste aujourd'hui. On a un certain aventurisme de certains États. Donc j'aurais pu vous montrer là, ce qu'ont fait les Turcs, évidemment en Syrie ou en Libye. Ça c'est un peu plus nouveau et ça amène aussi une montée de tension entre l'Arabie Saoudite et les Émirats, à cause de la question du Yémen, essentiellement. Donc on a aussi ces logiques de puissance qui montent, et puis on a tout ça sur une fonce de course aux armements, très importante. Alors, très importante parce que c'est des très grands acheteurs d'armes, les pays du Moyen-Orient. Mais en même temps, si vous utilisez cette source évidemment éminemment contestable, j'adore montrer les indicateurs de Global Firepower. Ils font des indicateurs synthétiques où on rentre toutes sortes de paramètres. Et donc quand on la monte à des militaires, en général, ils vous disent mais ça va pas du tout, c'est pas possible, ça peut pas être dans cet ordre-là. En tout cas, là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que le premier pays du Moyen-Orient, entre guillemets, qui apparaît là, c'est la Turquie, au 9e rang.
Bon, après, on peut dire que le Pakistan, aujourd'hui, est en train de se réintégrer dans les dynamiques moyen-orientales à partir du moment où on l'a convoqué comme médiateur sur l'Iran. Et après, vous avez Israël, l'Iran. Donc après, vous commencez à en avoir quelques-uns, mais finalement, ils ne sont pas très hauts dans le classement. Non, pardon, c'est pas ça, je ne voulais pas le montrer tout de suite. Ce qui m'a intéressé ces dernières années, c'est de voir la compétition pour les premières places du classement au Moyen-Orient même. Donc maintenant, le Global Firepower a clairement mis la Turquie comme étant la première puissance militaire du Moyen-Orient. Alors on ne sait pas s'ils comptent l'arme nucléaire des Israéliens comme étant quelque chose qui fait vraiment la différence ou pas. Effectivement, en nombre d'hommes, mais il y a aussi l'expérience au combat. Donc je ne doute pas que l'année prochaine, le classement va changer à nouveau. Parce qu'en fait, les trois de tête, c'est quand même Turquie, Iran, Israël, toujours. Et ce sont des capacités militaires, des types de culture militaire, des fonctionnements et des activités militaires extrêmement différentes. Mais dernière chose qu'il faut comprendre sur les conflits, c'est qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'extension du domaine de la lutte, en fait. C'est la mondialisation des conflits du Moyen-Orient. Et cette mondialisation des conflits, ce n'est pas uniquement des conflits militaires, même si on a une extension des zones d'affrontement, comme je disais, avec les pays arabes du Golfe qui sont pris en otage entre l'Iran et Israël. C'est qu'aussi on a une remise en cause des frontières. Là, en l'occurrence, au Liban, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. En Syrie, les Turcs n'ont pas très envie de partir du nord, même s'ils disent qu'ils protègent la souveraineté de la Syrie. Mais Israël a aussi pris des gages au-delà du Golan aujourd'hui en Syrie. Et surtout, on a des effets économiques très très larges aujourd'hui de ces conflits. Vous le voyez probablement tous les jours. Si vous avez une voiture, moi je suis rentré de... ça commence bien. Je suis rentré de Bretagne le week-end dernier. On a failli tomber en panne d'essence à Rennes parce qu'il n'y avait plus de sans-plomb dans les stations Total. Je pense que cet été, ça va être intéressant de voir ce que la pénurie de kérosène donnera sur l'économie du tourisme, par exemple. Elle est déjà prévue. Donc ça, c'est pour dire que les conflits, ils sont de nature très complexe. Ils impliquent des acteurs très variés. Ils ont des conséquences, les conflits militaires ont des conséquences économiques aujourd'hui très très larges. Et la zone des affrontements s'élargit. Donc c'est de plus en plus compliqué de sortir en fait de ces logiques de conflit au Moyen-Orient. Néanmoins, ce qui me fascine, c'est qu'il y a aussi une surchauffe diplomatique en parallèle. C'est qu'en fait, il y a une telle inquiétude sur cette escalade de conflits et cette montée en intensité et cet élargissement géographique qu'on a quand même des mobilisations diplomatiques très importantes. Donc c'est là que je vous sors... Non, celui-là. Le classement des puissances diplomatiques, le classement mondial des puissances diplomatiques. Je me recoiffe au passage. Là, le pays qui m'intéresse, c'est la Turquie, qui, comme vous le voyez, est passé 3e en nombre de représentations diplomatiques. Alors l'année où ils sont passés devant les Français, c'était un peu un petit drama dans la presse. Les Français n'ont pas trop surréagi. Mais ça dénote évidemment une ambition politique globale qui est absolument fascinante, même si, sans surprise, le duo de tête, c'est toujours la Chine et les États-Unis. Évidemment, le Japon, c'est toujours un peu plus surprenant, mais bon, voilà, ça ne s'interprète pas dans la même... Dans cette même veine impérialiste qui fait qu'on va regarder toujours à suspicion l'ouverture de nouvelles ambassades et consulats de la part des Turcs. Et ça, c'est pour dire que beaucoup de pays de la région, des puissances, prennent la diplomatie de plus en plus au sérieux. Et aujourd'hui, on assiste à une maturation de la diplomatie des pays du Golfe, particulièrement de la diplomatie saoudienne. Et là, ce qui m'intéresse, c'est les nouveaux formats qui surgissent au milieu de cette crise américano-iranienne, américano-israélienne, non, israélo-iranienne, bon, même s'il y a un peu de crise entre les États-Unis et Israël aussi. Du point de vue politique et diplomatique, ces crises, elles ont montré que, Israël et les États-Unis pratiquent de la diplomatie forcée. Là,
la tentative de faire la paix avec le Liban, manifestement, se fait dans un rapport de force extrêmement inégal. Le bras de fer diplomatique entre les États-Unis et l'Iran, c'est pas encore une négociation. C'est chacun arrive avec son plan, l'autre dit non mais c'est pas du tout ça, et à ce moment-là je menace à nouveau de détruire l'Iran, puis finalement je dis non, je vous donne un jour de répit. Ah ça y est, ils ont envoyé une nouvelle feuille de route, elle est très intéressante, il y a beaucoup d'espoir, on va l'examiner, puis le lendemain, hop, c'est reparti dans l'autre sens. C'est pas vraiment de la diplomatie. Mais on a quand même, plus intéressant, en arrière-fond, ces médiateurs qui ont surgi, enfin ces facilitateurs, avec ce quartet de pays qui veulent travailler à une désescalade et qui se sont mis ensemble, donc le Pakistan, l'Arabie Saoudite, la Turquie et l'Égypte. Alors l'Égypte, ça nous intéresse parce qu'elle ressurgit comme puissance diplomatique alors qu'elle était complètement éteinte depuis le début de la crise de Gaza, qui fait peser une menace sur sa stabilité politique intérieure, et elle s'exprimait extrêmement peu sur les dynamiques régionales, et là elle revient dans le jeu, mais le pays qui est en leadership sur cette opération de facilitation, pas facile, c'est le Pakistan, qui est un pays qui avait disparu des dynamiques moyen-orientales, qui était considéré dans les dynamiques asiatiques, du sous-continent indien, dans la question de l'affrontement avec la Chine, avec l'Inde, et des alliances avec la Chine, qui donc était rentré dans à nouveau ce système solaire chinois, pratiquement, et qui là revient comme allié des États-Unis, étant qualifié par l'administration Trump de best mediator ever, dans la porte-parole de la Maison-Blanche. Ce qui embête beaucoup les Indiens. Les Indiens sont vraiment en disgrâce aujourd'hui aux États-Unis, et ils sont extrêmement inquiets de voir les Pakistanais monter en alliance avec Trump. Mais donc, moi, je suis très intéressée de voir tous ces formats diplomatiques qui se mettent en place, car je crois que ça signifie quand même qu'il y a une volonté d'arrêter les frais, de paix. Le problème, c'est fondamentalement la structuration des États ou leur faiblesse dans la région. Et tous ces processus, aussi bien les guerres que les processus diplomatiques que je viens d'évoquer, traduisent en fait une concurrence de vision pour le Moyen-Orient. Et c'est là qu'on revient à la question de ce nouveau Moyen-Orient, où on a l'idée d'un retrait de l'Occident, qui est un peu incertain, puisqu'aujourd'hui les États-Unis hésitent entre déploiement de troupes, démonstration de troupes, retour aux États-Unis. On va mettre la pression sur Cuba, ça va être plus facile que sur l'Iran. Les Européens qui évidemment sont impuissants dès qu'on passe à la logique militaire. Mais je vous rappelle que le prochain sommet de l'OTAN a lieu à Ankara début juillet, et que les Turcs ont déjà dit qu'ils mettraient le Moyen-Orient sur la table. Pas seulement la défense européenne, pas seulement l'Ukraine, mais le Moyen-Orient. Donc un retrait incertain de l'Occident, des visions concurrentes de la sécurité pour les puissances régionales. Alors Israël, donc la sécurité offensive. Les Iraniens qui disent très benoîtement qu'ils ont mis en place un nouveau système de dissuasion, puisque maintenant ils ne vont plus jamais sortir, ils vont continuer à contrôler le détroit d'Ormuz, que ça fait partie de leur dissuasion stratégique. Et le deuxième élément, c'est les drones, bon, pas très compliqué à faire, et dégâts maximum, évidemment, si vous tapez sur des usines de dessalement, au Koweït, pays qui dépend à 90% des usines de dessalement pour son approvisionnement en eau potable, par exemple. Vous tapez sur un aéroport, au Koweït à nouveau, pays totalement coupé de l'extérieur maintenant. Donc une nouvelle dissuasion iranienne, et puis des Arabes qui sont en quête de leur propre voie, avec parfois des plans de sécurité, et Ahmed Shara, le leader syrien, qui appelle à une nouvelle vision de sécurité pan-arabe. Je ne sais pas très bien ce qu'il entend par là, mais ça marche dans son narratif historique de retour du nationalisme arabe. C'est un retour aux racines du baasisme, d'une certaine façon, syrien, nationaliste. Mais on a aussi les autres grands qui sont en embuscade. La Russie, la Chine dont on se dit aujourd'hui qu'elle peut être le vainqueur par chaos de cette opération ratée en Iran, si on considère qu'elle est en partie seulement réussie. Alors là, je vous donne un indicateur que je trouve très intéressant, qui me frappe, c'est qu'à chaque fois que Donald Trump se contredit d'un jour sur l'autre, ce qui arrive assez souvent, et que tout le monde se dit mais où veut-il en venir,
quelles sont toutes ces incohérences. Derrière, vous avez Benjamin Netanyahou qui, lui, dit voilà, nous, on a réussi ça, qui donne des objectifs chiffrés, qui dit on a réussi à éradiquer tant de cadres du Hamas, on a fait tant de trucs au Liban, etc. Donc, il lui donne toujours des trucs pour dire on a atteint telle partie de nos objectifs. Et c'est très intéressant parce qu'il bénéficie du flou un peu délirant de l'absence de stratégie de Donald Trump pour donner l'impression qu'il sait exactement où il va. Alors qu'en réalité, on n'a toujours pas très bien compris non plus quelle était la limite des objectifs israéliens. Mais pour revenir aux deux autres grands, donc je vous montre juste cette carte sur la diplomatie du partenariat des Chinois. Alors effectivement, les Chinois, eux, ils sont plutôt dans une diplomatie économique. Leur principal intérêt au Moyen-Orient, c'est de s'approvisionner en ressources énergétiques. Donc ils sont très embêtés par cette crise avec l'Iran. Alors heureusement, Donald Trump a renouvelé la levée des sanctions sur le pétrole russe quand même. Je ne sais pas si vous avez vu ça cette semaine. Donc ça, c'est toujours très bien. Ce qui a permis à Trump et Poutine de se succéder à Pékin pour aller serrer la main de Xi Jinping, l'un dans une entreprise de détente et l'autre de confirmation de la meilleure coopération du monde. La Russie, elle bénéficie de cette crise parce que ça détourne l'attention de l'Ukraine, ça a beaucoup été dit, mais aussi précisément parce que, quand même, divine surprise, lever des sanctions sur le pétrole. C'est quand même un rebondissement absolument fou qui est un résultat de cette opération assez mal préparée sur l'Iran. Alors, maintenant qu'on a vu un peu quels étaient les enjeux politiques autour de cette idée de nouveau Moyen-Orient, j'en reviens pour une dizaine de minutes à ma thématique de la reconstruction, ma thématique ambiguë de la reconstruction que je vous ai introduit tout à l'heure. Bon, je vais parler là surtout de questions économiques, donc je me permets une petite diapo de contexte qui est ça, qui est juste de vous dire qu'on est au cœur de l'apocalypse climatique au Moyen-Orient. Donc ça, c'est la première chose qui va peser sur la croissance et sur les dynamiques démographiques de la région. On ne peut qu'anticiper des migrations massives. Ensuite, pourquoi est-ce que nous on s'intéresse à la reconstruction? C'est d'abord parce qu'évidemment on sort pas, on n'est pas sorti, on est reparti au contraire dans une phase de destruction massive. Alors si je vous prends juste l'exemple de la Syrie, pour donner quelques chiffres sur la catastrophe économique qu'a représentée la guerre civile syrienne. Donc, contraction du PIB de 85%, destruction évidemment de toutes les principales infrastructures et aussi de l'habitat. Les principaux piliers de l'économie syrienne, qui étaient le pétrole et l'agriculture, ont été complètement arasés par la guerre. Ce qui l'a remplacé, c'est la production de Captagon, la drogue qui a inondé notamment les pays du Golfe, ce qui est une des explications pour l'implication des Saoudiens aujourd'hui très ferme aux côtés de Ahmed Sharaa pour éviter que cette production et cette contrebande de Captagon deviennent à nouveau un pilier de l'économie syrienne. Chute de la livre, chute considérable du pouvoir d'achat. Donc le résultat, c'est qu'on estime qu'on était à peu près entre 70 et 90% de la population en dessous du seuil de pauvreté en Syrie. Donc, tout à refaire. Et aujourd'hui, la perspective que les Syriens reviennent dans le pays, à partir du moment où un régime s'est installé, semble relativement stabilisé, a passé quand même une première phase d'élection, et aujourd'hui, très difficile d'arriver à caractériser ce régime, puisque pour le moment, Ahmed Sharaa s'est auto-institué président tant qu'il a décidé qu'il n'y aurait pas d'élection, mais il a un contre-pouvoir qui est très important, c'est la diaspora syrienne qui revient, et notamment celle qui s'était installée peut-être au Liban, mais aussi en Turquie, et qui veut avoir son mot à dire dans les futurs équilibres politiques de la Syrie. Donc la reconstruction, ce n'est pas simplement une reconstruction économique, mais évidemment c'est une reconstruction des institutions, des systèmes politiques, reconstitution sociale, et de ce point de vue-là, tout était à faire en Syrie, bien sûr. Et sur ce contexte du Levant absolument dévasté, on a donc ce mot de reconstruction qui devient une sorte de slogan partagé absolument par toutes les chancelleries, les institutions financières internationales, les ONG elles-mêmes. Un discours finalement qui est assez fouillis, avec aussi des annonces d'investissement dans tous les sens, où on sent très bien qu'on a un enjeu sur ce qui va être de l'ordre de la
du financement public ou du financement privé de la reconstruction. Récemment, j'entendais un ancien ambassadeur qui est un ancien du Trésor, donc c'est pas un vrai diplomate, qui essayait de nous expliquer pourquoi il n'y aurait pas de plan Marshall pour le Moyen-Orient, même si c'est un slogan qui semble assez appétissant. La première chose, c'est que le plan Marshall, en fait, ça a été des dons. C'était pas des prêts. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'argent. Il n'y a pas d'argent public, en fait. L'autre chose, c'est qu'on a laissé les pays européens gérer cette aide tout seuls, sans leur poser de conditionnalité. Et là, on n'est plus du tout dans ce contexte-là, puisqu'au contraire, on a une compétition d'influence par les bailleurs pour arriver à décider de la forme qu'auront les États à l'avenir, de qui seront leurs alliés principaux. Donc en Syrie, ça se joue par exemple entre la Turquie, les Saoudiens, les Qataris. Les Émirats sont un peu en retrait. Donald Trump, pour vous donner l'idée de ce qui est devenu le slogan de la reconstruction. Au moment où il a annoncé le premier cessez-le-feu avec l'Iran, Donald Trump a tweeté « Voilà, l'Iran peut commencer sa reconstruction ». On s'est dit « ça c'est absolument ce qu'il nous fallait pour confirmer qu'on tenait le bon bout ». Et donc cette idée de reconstruction, elle est absolument polysémique, elle recouvre des enjeux extrêmement différents. Et nous, ce qu'on souhaite comprendre, c'est le sous-jacent politique. Qu'est-ce qu'on entend quand, et là, j'amène évidemment le cas de Gaza, qui est le cas le plus emblématique. Il y a plusieurs plans de reconstruction de Gaza qui ont été présentés. Alors, les Israéliens ont été les premiers à en présenter un. Puis, il y a ce fameux plan qui avait fuité, si vous en souvenez, à l'élaboration duquel avait participé le Boston Consulting Group et Tony Blair, et qui a été présenté à nouveau par Jared Kushner, donc le gendre de Trump, président d'un fonds d'investissement qui travaille beaucoup avec les Saoudiens. Donc, il a représenté son plan à Davos. Et effectivement, les illustrations sont celles-là. Alors, avec des variantes, parfois il y a un petit peu moins ce petit côté ville ottomane avec des mosquées qu'on croirait sorties d'Istanbul ou de Nord-Nicosie. Et un des modèles qui est parfois évoqué pour Gaza, c'est Singapour. Donc là, c'est vraiment le fantasme de la table rase et de relier, en principe, Gaza à une sorte de mythologie de nœud de l'Antiquité, nœud commercial qu'elle était dans l'Antiquité. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de voir l'exposition sur Gaza à l'Institut du monde arabe à Paris, qui présentait ça notamment. Donc ça, c'était assez intéressant de comprendre qui avait été à Gaza, les Égyptiens, mais avant des Mésopotamiens, tout le monde est passé par là pour commercer. Et donc, dans le plan du BCG, on a l'idée qu'on va avoir à la fois un port en eau profonde, un TGV pour relier le nord et le sud de Gaza, avec des images qui sont celles du train des lieux saints en Arabie Saoudite. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, on n'a même pas la place de mettre un métro, pratiquement, en réalité. 3 villes différentes avec une riviera, effectivement, donc une zone touristique. Puis, au milieu des pâtés de grands gratte-ciel dans lesquels devraient être relogés essentiellement des Palestiniens s'ils le souhaitent, s'ils acceptent d'être déplacés temporairement pendant qu'on déblaye et qu'on reconstruit, et puis une zone industrielle. Et dans cette zone industrielle, le fantasme de la tech qui est on va mettre des data centers et on va construire des puces. Vous savez qu'on avait à un moment le projet aussi de mettre une usine pour Nvidia à la frontière nord d'Israël, la frontière avec le Liban. C'était un projet qui a été très sérieusement présenté. Donc vous avez ce fantasme techno post-table rase, donc un mélange de fantasmes de businessmen, d'urbanistes aussi, puisque ces images, elles font rêver en fait en principe. Elles rejoignent tout un courant très positif de la Smart City qui a été très en vogue dans le Golfe. Et évidemment des images qui sont en réalité très, très irréalistes par rapport à ce qu'on a actuellement. Donc des présupposés politiques ou des visées politiques, certainement, à travers ces projets de reconstruction. Et puis, du point de vue économique, est-ce qu'on a une visée de rentabilité pure? Et là, on a presque l'impression qu'on est dans des schémas presque de start-up. Quand on voit, là, si vous vous intéressez au PowerPoint là, du premier PowerPoint qui est sorti sur Gaza, c'est extrêmement intéressant, parce que il n'y aura pas
un copec d'argent privé dans un premier temps, ce sera uniquement de l'argent public. Bon, on ne sait pas quel argent public. Bon, on comprend vaguement, ça devrait être des fonds souverains saoudiens. Mais ensuite, on pourra aussi mettre l'argent de l'aide humanitaire pour recommencer cette reconstruction. Et ensuite, une fois que le moteur aura pris, à ce moment-là, on aura des investisseurs privés. Et sur les activités économiques dont les budgets sont détaillés, c'est la sécurité. Et donc, c'est des contractants extérieurs, un peu sur le modèle à l'irakienne. Et là, on a des tableaux qui détaillent le nombre d'armes par garde de sécurité. Donc, c'est une espèce de mélange de micro-macro, mais où on a une impasse totale sur la question, bien sûr, de la propriété et sur quand même la question du financement. Moi, je me demande vraiment d'où va venir cet argent. D'où va venir cet argent ? En principe, l'argent devait venir des fonds souverains. Donc là, vous voyez, petit schéma qui vous montre quels sont les principaux fonds souverains du monde. Les plus gros fonds souverains, en fait, ils sont émiriens. Mubadala, Adia, vous avez le PIF, PIF qui est saoudien, là, en bas, en vert. Ces pays, aujourd'hui, vont avoir besoin d'argent pour se reconstruire, en fait, pour stabiliser leur propre pays et pour procéder. Alors, ils avaient déjà des difficultés budgétaires parce qu'ils avaient des grands projets de développement, vous savez, notamment les Saoudiens dans la vision 2030. Et là, évidemment, c'est une difficulté supplémentaire puisqu'il y a des infrastructures importantes qui ont été détruites, donc il y aura moins d'argent pour cette reconstruction. Donc nous, dans ce travail pour évaluer la faisabilité des feuilles de route, on est obligé de tenir compte de l'impact de cette guerre avec l'Iran qui est en train de rendre encore beaucoup plus compliqué cette perspective de reconstruction, pas simplement parce qu'il y a déjà des destructions, mais parce qu'en plus, on ne voit pas du tout d'où vont venir les financements et on voit de moins en moins les bailleurs se mettre d'accord sur des plans qui soient compatibles les uns avec les autres. Ceci était donc pour vous dire qu'on a encore beaucoup de choses à faire sur la reconstruction et que malgré tout, quand je vois à quel point je détruis le moral de mon équipe en disant que tout ça n'a aucun sens, en réalité, il faut qu'on y pense, évidemment. Et j'ai vu la Banque mondiale commencer à faire des évaluations sur la reconstruction en Syrie dès, 2017-2018 peut-être, donc très très tôt en réalité, parce qu'il faut qu'on prépare l'après. Mais on aura un vrai sujet sur notamment la répartition entre le privé et le public, ce qui nous ramène à la question de la stabilisation des États au Moyen-Orient aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, des entreprises suffisamment puissantes peuvent mettre pratiquement sous tutelle économique des États qui sont très affaiblis ? C'est ça qui peut se dessiner aussi au Moyen-Orient. Alors enfin, pour conclure, puisqu'il faut quand même qu'on laisse un tout petit peu de temps à la discussion, je voulais faire un petit propos conclusif sur la place de la France dans tout ça. Est-ce que la France est dépassée par les événements ? Je dois dire qu'il y a eu un certain nombre d'initiatives diplomatiques françaises qui m'ont semblé vraiment assez intéressantes. Alors on part, comme je l'ai dit en introduction, avec quand même le trousseau de la politique arabe de la France. Alors le choix du général de Gaulle, qui reposait sur une ultra-personnalisation des dossiers, donc ça a posé quelques problèmes au moment des printemps arabes. Et puis ensuite, on s'est donc réorienté vers les pays du Golfe. C'était assez drôle parce que chaque président français avait plus ou moins son pays du Golfe. Donc il y a eu des moments où on était plus ou moins proche du Qatar, de l'Arabie ou des Émirats. Donc là, en ce moment, on a un gros partenariat avec les Émirats. Mais aussi une relation qui reste quand même très forte avec Israël. Ça, on l'a très bien vu après le 7 octobre 2023, où parfois la position d'Emmanuel Macron a été pas très bien comprise, parce que c'était à la fois pleine défense d'Israël, mais pleine empathie un peu plus tardive avec les Palestiniens. En tout cas, le 7 octobre 2023, ça nous a mis face à ce statu quo absolument impossible, puisque la France est en fait vraiment marginalisée progressivement dans les enjeux régionaux. Elle a eu du mal à saisir les nouvelles dynamiques. Alors ça, au Levant, c'est particulièrement frappant. Elle a eu vraiment beaucoup de mal à s'imposer comme un acteur influent. Encore aujourd'hui, les Israéliens, alors vous me direz que c'est peut-être une preuve d'influence, veulent écarter totalement les Français de la négociation sur la paix. En Syrie, c'était très intéressant de voir qu'après la chute du régime de Ahmed Charra, j'ai été approché par plusieurs représentants d'institutions françaises nous disant « Est-ce que vous avez des idées sur la Syrie ? Parce que le président veut absolument faire un coup. Il faut que la France fasse un coup. » Alors, c'est pas évident parce qu'on n'était pas parti dans des très bonnes conditions. Et donc là, on revient
prudemment, mais du coup un peu dans l'ordre. Et là, j'ai vu hier que Emmanuel Macron envisage de faire une visite présidentielle, une visite officielle en Syrie, juste après le sommet d'Ankara. Donc, il en profite, c'est à côté. Les Turcs lui l'aideront à passer la frontière, ou lui ouvriront la frontière. Ils ont fait un mur pratiquement sur toute la frontière. Et donc, les Français reviennent quand même parce qu'en fait, ils ont cette historique, ils ont cet ancrage important qui leur permet de réfléchir à la façon de mettre les acteurs autour de la table et de faire de nouveaux équilibres. Et alors, j'ai assisté avec beaucoup d'intérêt à la façon dont l'initiative franco-saoudienne sur la reconnaissance de l'État palestinien, par exemple, a fait son chemin. Donc, elle a été retardée par la guerre des 12 jours entre Israël et l'Iran. Elle a ressurgi. Et le but qui nous a été expliqué par l'Élysée dès le départ, en fait, c'était de remettre le dossier à l'ONU et de le remultilatéraliser. Et de ce point de vue-là, alors on ne peut pas dire qu'il y a un État palestinien aujourd'hui, mais en revanche, il a été reconnu par énormément de monde. Donc le but du multilatéral, qui est quand même une obsession d'Emmanuel Macron depuis son premier mandat, ben là, ça a été vraiment réussi. Et j'ai été aussi très intéressée par l'initiative franco-britannique sur le détroit d'Ormuz, qui a permis d'acter le désalignement des Européens sur les Américains. Trump est allé à la pêche aux alliés pour débloquer Ormuz, et il a essuyé des refus polis ou on lui a tourné le dos, personne n'osait trop lui répondre, et puis les Français et les Britanniques ont dit nous on va faire une initiative qui est assez creuse et qui n'amène pas grand-chose, mais qui en tout cas a acté quand même l'idée qu'on n'est pas prêt à s'engager dans une logique de guerre qu'on n'a absolument pas déclenchée et dont on considère que ce n'est pas notre guerre. Ils le répètent sans cesse. Donc je trouve qu'on a quand même réussi un rétablissement diplomatique partiel qui est assez intéressant. Alors je montre je ne vous ai pas montré les corridors, mais bon, ça on pourra en revenir un peu plus tard. Ce qui me préoccupe aujourd'hui dans les corridors, c'est donc la quarantinisation, entre guillemets, du Golfe. C'est-à-dire, est-ce que les corridors vont se déplacer vers le haut ou pas? Et c'est un des sujets de la reconstruction, parce que la Syrie, maintenant, va être pleinement sur la carte des corridors. Donc, notre partenaire préféré, l'Arabie Saoudite. Alors, pourquoi l'Arabie Saoudite? Parce que c'est la puissance de l'avenir. C'est le plus gros, le plus grand, le plus peuplé, le plus riche, le plus stable dans sa richesse, au moins. Et on a cette idée d'une nouvelle dynamique politique amenée par Mohammed Ben Salman. Il vous a probablement pas échappé que là, il y a une plainte, c'est reparti sur l'affaire Khashoggi, et que donc il y a une petite difficulté politique peut-être qui va se dessiner, parce que peut-être on va avoir enfin une enquête sur ce journaliste qui a été démembré à Istanbul, alors que les Turcs ont rendu le dossier aux Saoudiens avec toutes les preuves compromettantes pour éteindre leurs différends bilatéraux et pouvoir profiter de la trésorerie dont ils avaient besoin. Et puis, Emmanuel Macron qui se rend à Chypre après les frappes sur les bases britanniques à Chypre et qui rappelle que là, la guerre, elle a touché l'Union européenne. C'est ça qui est important. C'est à la fois des bases qui sont utilisées par l'OTAN pour toutes les activités au Moyen-Orient, mais c'est quand même l'Est de l'Union européenne. Et ça a obligé les Britanniques aussi à se mettre un petit peu en ordre de bataille. Ils sont toujours beaucoup plus ambivalents sur Chypre en tant qu'ancienne puissance coloniale. Et puis parce qu'ils ne veulent pas trop qu'on mette en question le statut des bases britanniques souveraines. Mais là, on a eu capacité à mettre le doigt sur un enjeu stratégique vraiment majeur qui est cette guerre ne nous touche pas simplement indirectement parce qu'on va avoir des problèmes de sans-plomb, de kérosène, ou parce qu'on craint qu'il y ait une résurgence de Daesh ici et là. Mais là, on a le territoire souverain d'un pays de l'Union européenne qui a été frappé par des missiles iraniens. Donc, je trouve que dans les circonstances actuelles, on ne s'en sort pas si mal en étant en capacité de se rendre utile diplomatiquement aux endroits où des interstices se présentent. Et ce qui nous a mis en capacité de faire ça, c'est aussi les errements de l'administration Trump. Parce que jusqu'à présent, et notamment sous l'administration Biden, la France, elle était en appui aux Américains. Et c'est une des choses qui lui a rendu la tâche assez difficile, même après le 7 octobre 2023. Comment les Américains vont se positionner, qu'est-ce qu'ils vont dire? On ne peut pas se détacher d'eux. Et donc là, on revient à des
des fondamentaux souverains presque, qui sont quel est l'ADN de la France, qu'est-ce qu'elle peut apporter, qu'est-ce qu'elle a comme atout dans la région elle-même. Et puis on en profite pour faire du multilatéral plus loin aussi, parce que bien sûr, nos futurs grands alliés, c'est l'Inde. Alors il y a un pays qu'on loupe totalement, hein, c'est la Turquie. Je vous le dis, si ça vous intéresse, je suis intarissable là-dessus. Les Français n'ont pas du tout compris la place de la Turquie. Et là, Macron qui est allé conforter le partenariat stratégique avec Chypre et la Grèce, c'est à la fois très bien pour l'Union européenne et pour Chypre, mais c'est très mauvais pour les relations avec la Turquie. En conclusion, pour moi, les grandes questions, très grandes questions qui sont ouvertes pour l'avenir de ce Moyen-Orient nouveau en formation, c'est évidemment, est-ce qu'on a des schémas d'engagement militaire occidentaux? Ça, je pense que ça intéresse tout le monde. C'est quand même très difficile de comprendre ce que les États-Unis ont en tête. Et la problématique, c'est que jusqu'à présent, on s'est désaligné, mais jusqu'où est-ce qu'on peut se désaligner? Si ça devient plus sérieux, l'OTAN risque d'éclater si effectivement les États-Unis n'arrivent pas à amener leurs alliés avec eux. Deuxième question extrêmement importante, l'avenir d'Israël dans la région, avec cette idée que jusqu'à présent, Israël échoue à se projeter comme vraiment un pays qui fait partie du Moyen-Orient. Et puis, évidemment, une question sur l'avenir de la démocratie dans la région, un avenir qui n'est pas extrêmement prometteur. Il y a des élections qui se préparent peut-être en Israël. La droite dure, de toute façon, va certainement revenir au pouvoir, mais peut-être pas Netanyahou. Donc c'est déjà un début de l'alternance très intéressant à suivre. Puis on a aussi des élections en Turquie l'année prochaine. Je suppose qu'Erdogan va trouver un moyen de se présenter à nouveau. Mais enfin, on n'en est pas sûr, parce qu'il a déjà dit plusieurs fois qu'il se retirerait. Donc ce qui nous intéresse, c'est à quel point ces nouveaux conflits sont en train de stopper toutes les transitions politiques dans les pays du Golfe, qui se sont resserrés, mais comme un seul homme. Là, il n'y a plus aucune liberté d'expression dans aucun de ces pays, parce qu'il y a des enjeux de stabilité interne qui priment sur tout. Donc vous avez vu passer le fait que des expatriés qui avaient osé mettre des petites vidéos sur TikTok de missiles iraniens ont fini en garde à vue. Et donc ce retour à un état de militarisation endémique de la région joue évidemment complètement contre les dynamiques de libéralisation politique, ce qui n'est pas très prometteur de mon point de vue. Voilà. Je m'arrête là, ce qui va nous laisser 13 minutes pour discuter. Oui, bonsoir. Merci pour cet exposé. Ma question, elle est assez simple. Comment vous voyez le fait que les États-Unis se sont engagés dans un conflit sans but de guerre? On avait une conférence avec Jean-Pierre Filiu de Sciences Po Paris, je crois, ici même, qui avait indiqué qu'il y avait un mouvement évangélique puissant aux États-Unis qui pouvait expliquer tout ce qui s'est passé après l'attaque du Hamas. Merci. Pourquoi les États-Unis sont engagés dans cette guerre? Bon, d'abord, le bras de fer avec l'Iran, il date de très longtemps. Hein, la révolution de 79, l'affaire des otages, il n'y a jamais eu aucune confiance entre ces deux régimes. Là, il semble qu'on ait quand même l'épreuve établie que c'est plutôt Benjamin Netanyahou qui a dit aux États-Unis qu'il fallait appuyer sur le bouton. Mais évidemment, ça joue dans un contexte où on a Pete Hegseth qui se croit engagé dans une croisade chrétienne. Donc ça joue comme adjuvant, mais je pense que fondamentalement, Trump a un problème, c'est que lui, ce qu'il veut, c'est faire un bon deal, bien sûr, et là, il n'y a pas de possibilité vraiment de bon deal. Donc c'est comment se retirer de la table du casino en ayant minimisé les pertes, notamment parce que ça risque de peser sur ces élections. Mais même au-delà des élections, comment arriver à faire croire que toute cette opération américaine a amené à une situation qui est meilleure pour les États-Unis dans les rapports de force internationaux qu'elle ne l'était auparavant.
de mon point de vue, je pense que ça se concentre beaucoup sur la question du nucléaire. Donc, c'est très frappant de voir que les États-Unis avaient déjà repris les négociations avec les Iraniens avant l'offensive. Alors, donc, négociations qui avaient abouti, comme je vous rappelle, en 2015 à un accord qui portait sur à la fois la capacité balistique des Iraniens, les proxys iraniens et le nucléaire. Là, alors, la question des missiles iraniens, elle reste un peu dans le flou. Bien sûr, destruction de beaucoup de capacités, mais enfin, finalement, ils en ont quand même plus que ce qu'on croyait. Les proxys, bon, alors, Israël a dit qu'il allait éradiquer certains proxys, mais enfin, c'est pas encore tout à fait fait. Et on s'est quand même rendu compte qu'il y avait des milices irakiennes qui étaient capables de frapper même l'Arabie Saoudite à partir de l'Irak. Mais enfin, on fait comme si tout ça était plus ou moins réglé quand même, parce que voilà, on est dans un autre monde et on est sérieux, et donc ça se concentre sur le nucléaire. Et là, Mojtaba Khamenei a déclaré hier ou ce matin qu'il était hors de question que l'Iran se défasse de son uranium enrichi. Bon. Donc, je sais pas quelle va être la bonne porte de sortie, parce qu'il faut que même cosmétiquement, je pense, l'administration Trump montre qu'elle a eu une réussite sur cette question nucléaire. Or, pour parvenir à un accord en 2015, on a eu au bas mot 10 ans de négociations à laquelle ont participé aussi les Européens, mais aussi les Chinois et les Russes. Tous embarqués plus ou moins dans le même bateau et avec une certaine capacité d'influence sur l'Iran, non négligeable aussi bien pour les Russes que pour les Chinois. Aujourd'hui, on peut douter qu'ils exerceraient leur influence de la même manière. Donc il est probable qu'on aura un accord qui sera une espèce de faux semblant, un peu comme après la guerre des 12 jours, on nous a dit toute capacité nucléaire iranienne est détruite, et puis finalement, ah ben non, on a perdu le combustible, on ne sait pas où il est, on n'arrive plus à le localiser. Donc c'est quand même une opération assez folle, effectivement. Alors, quand j'en discute avec mes collègues d'études de sécurité à l'IFRI, ils me disent ben, c'est très simple, c'est parce qu'il avait virer toutes les personnalités compétentes, et notamment au sein de l'armée américaine, plus personne n'a pu lui dire que ça n'allait pas marcher, parce que plus personne qui naît du bon sens ou de l'expérience n'a été en mesure de s'opposer à lui. Mais je pense que le nœud de ça, c'est quand même la question de la relation entre Israël et les États-Unis. Et Israël a renoncé à la fusion de la vision stratégique avec les États-Unis, certainement. Ça fait longtemps, ça fait 10 ans que les Israéliens disent un jour, les États-Unis vont nous laisser tomber. Mais c'est encore un levier. C'est-à-dire que si Netanyahou arrive à Washington en disant vous n'allez pas nous laisser tomber, vous ne pouvez pas nous laisser tomber maintenant, bah évidemment, non, allez, on ne peut pas vous laisser tomber, donc on y va. Donc voilà, je pense que ce n'est pas que les évangéliques, même si je pense qu'effectivement, il y a un petit retour de lobbying et de fragmentation, surtout du lobbying aux États-Unis, qui est très préoccupante. Je trouve beaucoup plus amusant, plus intéressant de suivre les disputes, les difficultés diplomatiques entre le pape et l'administration américaine, en fait. De voir Giorgia Meloni devoir se poser en médiateur en disant je défends le Saint-Père. Non, on ne touche pas au Saint-Père, au risque de se brouiller avec Trump. Donc finalement, toutes ces logiques, elles sont un peu à double bande. Vous voyez bien que les Européens ne sont pas à l'aise avec ce retour de discours évangélique non plus. Donc ça et avec la décision aussi des États-Unis d'interférer dans les affaires, dans les élections européennes. Ça suscite un malaise assez général. Donc je vois plutôt quelque chose qui en fait affaiblit sur différents plans finalement la crédibilité américaine. Oui, madame. Merci pour votre exposé. Vous n'avez pas mentionné du tout le Liban. Est-ce que vous voyez, est-ce que le Liban a un avenir, et notamment par rapport à la recomposition de la Syrie, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être qu'on peut prendre la deuxième question tout de suite. Il y avait quelqu'un qui...
qui a levé la main. Voilà. Merci. Vous avez dit brièvement que la France ou les Français ne comprenaient pas très bien la Turquie. Vous êtes une des spécialistes nationales de ce pays. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que nous devrions faire pour jouer une carte avec cet acteur principal de la zone? Alors le Liban, j'en ai parlé à différents moments. Évidemment, le Liban va survivre peut-être comme coquille vide, je ne sais pas. J'ai un débat avec les financeurs de mon programme sur la reconstruction parce que je voulais les persuader de faire une note sur la résilience paradoxale des institutions libanaises face à cette crise. Parce que je pense que là, les Libanais font face à une menace vraiment pour la stabilité la stabilité de la société libanaise qui est inédite depuis la fin de la guerre civile. Ils ont un niveau de destruction qui fait qu'auparavant, nous, quand on avait le Liban dans notre liste des pays sur lesquels on devait faire du terrain, la reconstruction, c'était pas vraiment sur l'agenda. En fait, on pensait à la réforme des institutions libanaises, marginalement un peu à la reconstruction du Sud-Liban, mais là maintenant, les frappes, elles sont évidemment bien au-delà du Sud, et on ne sait pas jusqu'où elles vont monter, parce qu'à partir du moment où les gars du Hezbollah remontent, on peut taper dans plein d'endroits. Donc on a évidemment une fragilisation qui est extrême. Or, je trouve que face à ça, il y a quand même certains aspects de recomposition qui sont intéressants. C'est-à-dire qu'effectivement, le Liban a maintenant un président, un Premier ministre, même si ça tire à Hué-Adia. C'est peut-être une bonne nouvelle que ça tire à Hué-Adia explicitement et qu'il y ait du débat entre les leaders politiques. On nous dit quand même que les ministères techniques ont plutôt assez bien réagi à l'afflux de réfugiés. Je vous rappelle qu'on a quand même 1 million de personnes qui sont remontées du sud vers le nord en un rien de temps, qui campent à Beyrouth. Donc on est dans une situation de détresse humanitaire complète. Donc je me demande si... Et puis on a ce début de négociation avec Israël, avec un pistolet sur la tempe, c'est clair, mais on ne sait pas dans quel sens ça va partir. Peut-être que les Libanais vont se professionnaliser aussi dans cette discussion, alors que jusqu'à présent, je suis assez frappée quand je regarde le profil des diplomates qui sont en poste dans les grandes chancelleries. Je me dis, mais c'est bizarre, c'est comme si vraiment ils avaient complètement abandonné l'idée d'avoir toute pertinence diplomatique, en fait. Donc là, je pense qu'on va avoir, sous la pression, quand même une restructuration un peu de cette administration. Mais il est évident que, et ça, je pense que c'était évident, notamment au moment de l'explosion du port de Beyrouth, là on s'est dit, s'il fallait quelque chose pour couler davantage le Liban, pour faire bien comprendre que plus jamais ça sera la Suisse du Moyen-Orient, on a des épisodes de destruction successifs qui viennent de l'intérieur, de l'incurie, etc., ou maintenant les Israéliens. Et l'autre gros sujet que j'essaie d'amener dans notre programme, c'est le rééquilibrage avec la Syrie, effectivement. La question de la relation syro-libanaise, puisqu'aujourd'hui c'est la Syrie qui reprend le dessus, mais une Syrie qui ne sera pas une Syrie prédatrice avec le Liban, parce qu'il n'y a rien à manger au Liban, il n'y a plus rien à prendre. Donc la Syrie sera son propre moteur. Quant à la Turquie, je pense qu'il faut la prendre pour ce qu'elle est stratégiquement, qui est un grand acteur avec pas seulement une armée puissante, mais une économie qui ne fonctionne pas si mal que ça, malgré les 70% d'inflation, et une capacité diplomatique extrêmement forte. Et je pense que les Français ont une rivalité systémique avec les Turcs. Je trouve très intéressant que les Turcs aujourd'hui distribuent des bourses à tous les étudiants africains pour les amener en Turquie et leur font apprendre le turc avant de faire des études. C'est ce que les Français avaient auparavant et qu'ils n'ont plus du tout. Donc la disparition de la francophonie, figurez-vous qu'elle se fait en parallèle avec une montée de la turcophonie en Afrique. C'est quand même quelque chose qui était absolument inimaginable il y a encore 4 ou 5 ans. Et je pense qu'on loupe une série de coches, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'intéresse plus les Turcs, en fait. C'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'en fait, il y a un moment, ils nous disaient, non, nos meilleurs amis sont les Allemands en Europe, on ne veut pas entendre parler de Macron, Erdogan et Macron ne s'entendent pas très bien eux-mêmes. Mais là, si Macron va à Ankara, c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas comment il sera accueilli. Mais donc, je pense que
on ne peut pas faire sans cet acteur. Alors, surtout si on se cache derrière l'idée que la Turquie subit une dérive autoritaire, que le pays est en désarroi complet à l'intérieur. En même temps, on n'a rien fait pour aider l'opposition turque, donc, y compris l'opposition turque sous sa forme kurde auparavant. Donc je pense que ça, c'est vraiment un peu un prétexte. Mais je pense que le vrai problème, c'est cette idée d'une rivalité systémique. C'est que les Turcs sont sur des terrains où nous, on a l'habitude d'être. Et que c'est un vrai problème de les voir s'affirmer au Moyen-Orient, s'affirmer en Afrique, être au contact des BRICS, beaucoup plus que nous, être dans tous les mauvais coups multilatéraux, alors que nous, on arrive évidemment en tant que leader, bien sûr, mais on a du mal à s'insérer dans les réseaux des grands émergents, des nouveaux émergents. Je n'ai pas dit ce qu'il fallait faire, mais il faut au moins les traiter avec l'intérêt qu'ils méritent. Et puis, on n'a plus le temps, malheureusement. Merci, Dorothée. Merci. Je voudrais finir avec, en reprenant l'expression que tu as donnée au début, en parlant de la Méditerranée, en disant je suis arrivé à un moment où c'était fini le temps de l'insouciance. Et je pense qu'on est arrivé dans cette phrase, elle est valable pour plein d'autres zones, et notamment du Moyen-Orient. Et comme illustration, je voudrais revenir sur le dernier point que tu avais dit sur l'avenir de la démocratie. Moi, mon analyse personnelle, c'est que aujourd'hui, entre la stabilité, la sécurité et le poids régional et la démocratie, les populations comme les chefs d'État vont choisir très vite la première option. Donc je crois que la démocratie, c'est pas l'option la plus probable pour cette région. Merci beaucoup de cette intervention et merci à vous tous. Prochaine conférence le 4 juin, Philippe Perchoc qui va parler de l'Union européenne et de l'OTAN.